Bienvenue dans Autrement politique, l'émission qui pose chaque semaine un regard lucide et sans détour sur l'actualité politique ivoirienne. Ce soir, nous parlerons d'une alliance qui pourrait rebattre les cartes du jeu électoral ivoirien et d'un dispositif électoral qui fait débat à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025. Autrement politique, c'est l'émission pour vous, pour nous, pour tous. C'est une alliance qui fait couler beaucoup d'encre. Le PDCI, RDA et le PPACI ont uni leurs forces. Opportunisme politique ou véritable front républicain, on en parle tout de suite avec M. Noël Akossi Benjo, vice-président coordonnateur général du PDCI RDA, ainsi que le ministre Sébastien Dano Djedje, président exécutif du PPACI. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Avant d'aborder le premier thème de notre échange, j'aimerais vous demander de partager avec les téléspectateurs le fait d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Monsieur le ministre. Bien, je ne vais pas passer par quel chemin. Ce qui m'a marqué le plus, c'est notre rencontre du jeudi dernier avec le PDCI RDA au cabinet du président Laurent Gbagbo. Ça a été un grand événement que je garde beaucoup en souvenir. Merci, monsieur le ministre. Oui. Disons avant, je voudrais vraiment dire merci au ministre Dano Djedje d'avoir accepté de venir de répondre à l'invitation de PDCI TV, que je salue et remercie pour ces émissions qui permettent de parler de l'actualité de notre pays et de l'actualité du monde. J'ai été marqué par deux événements aujourd'hui sur le plan purement de l'actualité. Le premier, c'est en interne, en dehors de la signature que nous avons faite hier. Je pense qu'on a eu à nous relater l'exil de Boga Sako et aussi l'emprisonnement de Nguessan. C'est des événements qui nous inquiètent par rapport à l'environnement de notre pays. En dehors de cette inquiétude sur le plan national, c'est des inquiétudes à l'international sur la généralisation des conflits après ce qu'on connaît en Ukraine. Maintenant, Israël contre l'Iran. On est passé par Gaza, passé par la Syrie. Je pense qu'il est important que les gouvernants de ce monde fassent attention pour qu'on n'évolue pas vers un troisième conflit mondial. Le monde n'a pas besoin de ça. Merci. Pour en revenir à la rencontre PDCI, RDA, PPACI, qui a eu l'idée de ce rapprochement et pourquoi l'appellation Front commun? Ah, ça c'est une histoire qu'on va essayer de raconter chacun à son niveau. Je dois dire, et je l'ai dit la dernière fois à notre rencontre, que c'est depuis 2018, si mes souvenirs sont bons, que le président Laurent Gbagbo, au fond de sa cellule à La Haye, à Scheveningen, m'avait instruit d'aller dire à Sangara Boudraman pour dire que si on veut sauver la Côte d'Ivoire, il faut que le PPACI, le FPI de l'époque, pardon, le PDCI et le FPI de l'époque se rapprochent pour sauver la Côte d'Ivoire. C'était déjà un message de quelqu'un qui était prisonnier. Effectivement, dans cette mouvance-là, nous avons évolué. Nous avons rencontré le PDCI et les rencontres étaient vraiment très fraternelles. C'est depuis ce jour, lorsque lui-même il a été libéré et en exil à Bruxelles, le président Henri Konan Bédié, qui aussi était dans la même vision que lui, est allé lui rendre visite. Et le frère Akossi Benjo était présent. C'est là-bas qu'on a conclu vraiment notre partenariat, j'allais dire, national, fraternel. Et à partir de ce moment-là, nous avons signé à l'époque un document cadre de collaboration avec le PDCI RDA. Ça s'est bien passé et tout le monde était content. Aujourd'hui, lorsque le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, la première personne à qui il a rendu visite, c'était Henri Konan Bédié à Daoukou. On a été accueillis vraiment comme c'est pas possible. On a été très heureux. Et puis bon, le président Henri Konan Bédié est parti, personne ne nous a quittés. Aujourd'hui, c'est le président Thiam qui est là. Et nous avons continué les mêmes relations, les mêmes rapports. Et puis, chemin faisant, cette idée qui nous a toujours intéressés de rapprochement n'a jamais été éteinte. Donc, nous sommes retrouvés de façon informelle, dans un premier temps, avec les camarades du PDCI et du PPACI, et de façon informelle. Et petit à petit, on est arrivé au niveau où il fallait formaliser cela. Alors, je dois remercier, saluer et féliciter
mon ami, c'est pas parce qu'il est devant moi, mon ami Benjo, monsieur le maire, qui a été vraiment la cheville ouvrière de cette affaire. Parce que c'est lui qui a demandé rendez-vous au président Laurent Gbagbo à 2 reprises. Et c'est au 2e rendez-vous que l'idée de ce rapprochement dans le cadre d'un front commun a été lancée par le président Laurent Gbagbo. Et lui, Akossi Benjo, était chargé de transmettre la mission au président Thiam. Et c'est comme ça qu'on a travaillé pour que ça devienne aujourd'hui réalité. Voilà comment ça s'est passé. Allez. Bien, effectivement, cette signature de collaboration n'est pas nouveau. Nous sommes un parti de dialogue. Nous pensons que tout doit se faire dans le dialogue et la concertation. Et il a rappelé déjà en 2020, le président Bédié lui-même a signé avec le FPI une plateforme qu'ils ont appelé une plateforme pour la réconciliation. Oui. Et je pense qu'ensemble, nous avons fait un chemin. Et aujourd'hui, le successeur Marie Conan Bédié, qui est le président Thiam, reste dans la même ligne. Et c'est lui qui m'a instruit de m'approcher du président Gbagbo, Laurent Gbagbo, pour étudier avec ses collaborateurs la faisabilité de cette plateforme qui nous permet tout simplement de mutualiser nos énergies afin de créer les conditions pour une élection transparente, inclusive et surtout apaisée. Donc, je pense que je voudrais en même temps remercier le ministre parce qu'il a été une collaboration exceptionnelle et il a mis toutes ses énergies pour que la signature se fasse. Et je suis heureux qu'on ait abouti à quelque chose qui est vraiment un nouveau départ afin de permettre à la Côte d'Ivoire de se retrouver avec ses fils et ses filles. Peut-on parler d'un front commun durable ou d'une alliance de circonstances pour octobre 2025? Bien, nous sommes dans le dialogue. Je pense que ce qu'on a fait est un départ. C'est une réconciliation nécessaire avec l'ensemble des structures de l'opposition. On avait fait avec CAPSI, on a fait avec le PPACI. Notre objectif, c'est d'aboutir à un dialogue avec le pouvoir afin qu'on s'asseye. Nous sommes, je le dis, je répète, un parti de dialogue. Tout s'obtient dans le dialogue, la concertation, et avec beaucoup d'humilité. Et vous avez écouté le président Thiam dans son discours. Il a salué ce projet qui est conduit par le président Gbagbo lui-même. Et il lui a même demandé de conduire cette initiative. C'est parce que le PDCI tient au pays. La seule chose qui est notre préoccupation, qu'est-ce que nous laissons aux générations futures? C'est sur cette base que nous sommes prêts à faire toutes les concessions pour nous asseoir sur toutes les tables. On a commencé le CAPSI. On a fini. Maintenant, des négociations avec PPACI. Désormais, notre objectif, c'est de regrouper ces partis de l'opposition dans un combat pour obliger le pouvoir à s'asseoir, pour discuter, pour que les problèmes de ce pays soient discutés avec l'ensemble des partis politiques et la société civile. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas purement, qui ne va pas passer. Je pense qu'il faut créer un cadre de discussion, quel que soit le moment, pour que les Ivoiriens s'expriment. J'ai une plateforme pour s'exprimer dans l'intérêt de notre pays et des Ivoiriens. Merci, Monsieur le ministre. Quels sont les objectifs du PPACI en prenant part à ce front commun? Merci. Non, je voulais d'abord revenir sur ce qu'il a dit, disons, emboîter le pas à mon ami le président Akossi, pour dire que quand on vient de loin, comme notre pays l'a été, avec tout ce que nous avons connu en 2010, 2011 et jusqu'à aujourd'hui, que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, tous les efforts sont souhaités, tous les efforts sont les bienvenus. Et c'est dans ces efforts-là que nous voulons nous battre ensemble pour que les élections qui arrivent soient des élections apaisées et crédibles. Beaucoup disent ici ou là que oui, nous voulons des élections apaisées du bout des lèvres, mais ne veulent pas en réalité des élections apaisées. Et la seule manière de vouloir des élections apaisées ou faire des élections apaisées, c'est de s'asseoir sur la table de négociation, mettre tout à plat et poser les vraies conditions qui vont nous conduire à des élections apaisées. C'est ça que nous voulons faire dans ce front commun. Dans ce front commun, là, pour répondre à votre question de façon précise, le front commun veut, dans un premier temps, que les exclus de la liste électorale, j'allais dire les exclus des élections,
soit réintégré. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait un seul Ivoirien qui soit mis à l'écart de cette compétition. Si les Ivoiriens veulent être candidats, ils sont candidats aux élections et les plus forts gagnent. Deuxièmement, dans cet accord, nous disons aussi que notre liste électorale est faite de fraude. Il y a des faux électeurs, beaucoup de faux électeurs. Il faut donc auditer la liste. Il faut aussi que notre vieux projet, quand on a mis en place, on a engagé la révision de la liste électorale, nous avons été l'un des premiers à dire que le temps ne suffisait pas, qu'il fallait accorder suffisamment du temps aux Ivoiriens pour s'inscrire. Ils ont dit oui, on verra 2025, ainsi de suite. 2025 arrive, ils ne voulaient plus parler de la révision de la liste électorale pour 2025. Nous disons qu'il faut refaire la liste électorale, il faut programmer les révisions pour 2025. D'autant plus que les conditions sont réunies, les conditions financières sont réunies, inscrites au budget de l'État de Côte d'Ivoire. Une fois qu'on a fait ça, il y a un organe spécial qui organise les élections. Cet organe-là n'est plus crédible à nos yeux, ne nous inspire pas confiance. Donc nous voulons que la CEI soit réformée en profondeur. Donc il y a la refonte de la CEI qui est dans notre objectif aussi. Et puis il a dit une rencontre, un dialogue national le plus tôt possible. Disons, avant les élections, il faut qu'il y ait un dialogue national pour que, effectivement, les uns et les autres puissent poser leurs préoccupations et que cela puisse être pris en compte pour aller à des élections crédibles, inclusives, apaisées et transparentes. Voilà les missions que nous assignons à notre mouvement que nous venons de créer. Voilà à peu près. Sinon, à partir de là, une fois ces objectifs sont atteints, la Côte d'Ivoire avance, la Côte d'Ivoire va exister. Donc, tout est encore possible. Il y a encore des négociations qu'il faut mener. Et comme on l'a dit à Kossi, on est là pour que la Côte d'Ivoire redevienne la Côte d'Ivoire d'hier que nous avons connue, la Côte d'Ivoire fraternelle, solidaire. C'est ça que nous voulons. Dans la marche vers ces objectifs, quelles sont les prochaines étapes pour le Front commun? Alors, le Front commun a du pain sur la planche. C'est-à-dire, on l'a dit. Donc, dès qu'on l'a dit, il faut, de façon pratique, mettre ça, aller sur le terrain. Il y aura des actions de terrain que nous allons mener pour faire, disons, attendre notre voix et qu'on puisse écouter nos préoccupations, qu'on puisse les régler. Donc, les prochaines étapes, on va se retrouver pour en parler. Je ne sais pas sur le plateau de télévision qu'on fera ci, on fera ça, mais c'est des discussions qu'on va faire. Pendant la déclaration, on a dit qu'il allait avoir un comité paritaire, commission paritaire, avec des représentants qui ont été déjà désignés par nos deux présidents, qui vont concevoir toute la stratégie, définir les moyens pour atteindre, parce que les objectifs ont été déjà fixés à travers la déclaration. Ces mêmes objectifs, on les a déposés pratiquement dans toutes les ambassades, à l'international, partout. On est allé à l'Union européenne en Europe, on est allé en Allemagne. Les objectifs sont clairs. Nous ne voulons pas de guerre, nous ne voulons pas de sang, nous ne voulons pas de bataille dans cette élection. En dehors du pouvoir, tout le monde sait qu'on va dans le mur. Et si on ne se lève pas ensemble pour faire reculer le pouvoir qui pense qu'on est dans les bonnes conditions pour les élections, on va rentrer dans le mur. Donc aujourd'hui, on a mis en place cette plateforme qui est le Front commun. Dès la semaine prochaine, le comité paritaire va se réunir et en fonction des objectifs, on va définir les moyens. À ce moment-là, on va communiquer. Aujourd'hui, je pense qu'il est prématuré. La première des choses, c'est de se battre pour que nos responsables, nos leaders soient sur la liste électorale et ainsi de suite. Mais le plan sera bien étudié en ce moment. Quand le temps sera revenu, nous allons l'exprimer à travers certainement une conférence de presse et en mettant toutes nos forces en état de bataille pour ce combat. Le PDCI RDA fait partie également d'une autre plateforme qui a vu le jour avant ce Front commun, la Coalition pour l'alternance pacifique. Que devient cette plateforme après la naissance du Front commun? CAPSI est une plateforme qu'on a créée, mais nous sommes en train de nous battre pour que nous allions sur la table de négociation avec le pouvoir. On ne peut pas y aller si l'opposition n'est pas unie et qui ne parle pas par la même voix. Il faut une voix qui parle au nom de l'opposition. Nous avons commencé avec CAPSI, nous poursuivons notre bataille
Et nous avons réussi à avoir un accord avec le PPAC. Notre objectif, comme nous avons des ambitions communes pour créer les conditions d'élection les plus apaisées, nous allons nous rencontrer pour faire en sorte que CAP Côte d'Ivoire et le Front commun travaillent ensemble pour amener le pouvoir à se mettre à table à l'occasion d'un dialogue. Et nous allons défendre les mêmes positions puisque nous partageons les mêmes ambitions par rapport à notre pays. Donc je pense que Brendoumi l'a dit, l'opposition a deux pieds, CAP Côte d'Ivoire et le Front. Les deux pieds ensemble vont se mettre pour aller au combat. Les deux vont marcher ensemble. Et pour moi, c'est une complémentarité, il n'y a pas d'exclusion. On fait le même combat. Je pense que CAPSI et le Front sont en ligne pour le combat que nous attendions pour permettre au pouvoir de s'aligner sur ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Merci. Oui, là-dessus, je vais être tout net. Une plateforme a été créée et je me suis déjà prononcé sur la plateforme CAPSI, que nous sommes plusieurs partis politiques en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de raison que les gens se retrouvent pour mener leur, disons, leur lutte ensemble. Aujourd'hui, c'est CAPSI qui est d'un côté. Il y a aussi d'autres plateformes qui sont créées. Nous-mêmes, nous venons de créer, nous venons de porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale le mouvement Trop c'est trop. Trop c'est trop, que nous n'avons pas voulu transformer en un parti politique, en une plateforme politique, mais une plateforme des citoyens populaires qui vont faire leurs revendications. Parce que vous et moi, quand vous êtes à la maison, vous avez vos préoccupations. Et puis, quand vous parlez, on ne vous écoute pas. Un camarade, un voisin à vous a sa préoccupation. Quand il parle, on ne l'écoute pas. On veut leur donner la parole pour qu'eux-mêmes puissent poser leurs problèmes dans un creuset commun et que nous faisions porter cette voix-là au plus haut niveau pour que les gens nous écoutent. C'est pour ça que nous avons parlé de Trop c'est trop, pour essayer de, comment dire ça, d'écrire tout ce que le gouvernement fait aujourd'hui qui ne va pas dans le sens que les citoyens souhaitent. La pauvreté, la répression, tout ce que vous voulez, les mépris, l'arrogance, on n'en veut plus. On n'en veut plus pour un pays qui se veut un pays démocratique, un pays fraternel. Tout ça, ça doit être du passé. Donc, il faut qu'on le dise, je ne dis pas violemment, il faut qu'on le dise franchement pour que les autres nous comprennent. Autrement dit, pour ce qui concerne la CAPSI, je n'ai rien à dire. Il a dit lui-même, c'est une cuisine interne à la CAPSI. Moi, l'accord que j'ai avec le PDCRDA, c'est l'accord de parti à parti. Et à partir de là, nous allons mener nos activités. Si ça rejoint la position des autres, tant mieux. L'essentiel est qu'on aboutisse à un résultat qui nous sied. Il est peut-être trop tôt, mais la question est sur certaines lèvres. Est-ce que les deux partis du Front commun envisagent la possibilité d'un candidat unique à la présidentielle? Honnêtement, on n'est pas encore à ce niveau. On n'est pas encore à ce niveau parce que, je l'ai aussi dit, et ça, c'est ma conviction. Il faut partir sur des principes. Nous sommes un pays où on a dit que l'élection présidentielle, c'est une élection à 2 tours. Ce qui se passe dans les pays occidentaux, c'est que les gens ont des projets communs, ils sont proches les uns des autres, et puis on regarde les candidats, un tel peut porter le projet de façon nationale et ça peut aller dans tel ou tel sens, et on s'adopte et on se prononce. Donc quand nous on va aux élections au premier tour et qu'il y a 1000 candidats, c'est les 2 premiers seulement qu'on prend au deuxième tour. Nous devons nous battre pour que le pouvoir qui dit que tout est bouclé ne gagne pas au premier tour. Nous devons nous battre pour ça. Et c'est pour ça que le Front commun est important, parce qu'il faudra se battre dans tous ces domaines-là. Donc, s'il y a 2 qui sont au second tour, les alliés voteront pour leur candidat. Ça, c'est tellement simple. Donc, je ne parle pas aujourd'hui d'une candidature unique de l'opposition, je parle de pléthore de candidatures. Il faut que tous les citoyens ivoiriens soient candidats. À partir de là, si on retient les 2 premiers, ben nous qui sommes ensemble, on soutiendra celui qui vient au deuxième tour. Voilà ce que je vois. Merci, monsieur le ministre. Je peux y aller. Je pense que dans notre déclaration, on a circonscrit l'espace de travail. L'étape actuelle, c'est de faire en sorte que 5 points qu'on a énumérés soient présentés au pouvoir pour que nous puissions avancer dans le processus électoral. Tout ce qui concerne la partie de bataille pour
gouverner le pays, c'est une autre étape. On n'en est pas encore là. Que c'est prématuré, il faut déjà créer les conditions des élections transparentes pour que tout le monde puisse se battre. On verra après ce qui est possible de faire ça. Je crois que c'est un peu prématuré de parler de candidature unique ou bien aller gouverner ensemble. On n'en est pas encore à ce niveau-là. L'union PDCI-PPACI peut-elle réellement peser face à l'appareil RHDP sur le terrain? Moi, je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. Le PDCI, le PPACI et CAPSI est en face d'un parti qui est minoritaire. Même s'ils pensent qu'ils sont majoritaires, ils le créent de façon artificielle. Le peuple ivoirien n'est pas majoritairement derrière le RHDP, donc nous avons un ensemble de partis qui veulent absolument que le pouvoir crée les conditions d'élection transparentes. Nous sommes suffisamment forts et suffisamment nombreux pour imposer ce rythme-là. Et je crois que ça va se faire. Parce que la volonté y est, la détermination y est, et nous irons jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas pour nous que nous le faisons pour notre pays, pour les générations à venir. On ne peut pas se permettre de continuer à gouverner ce pays par la terreur. Ce n'est pas possible, c'est inacceptable. On veut un pays démocratique, avec des personnes responsables, qui respectent la vie, qui respectent les libertés. Bon, un pays normal fonctionne comme ça. Nous avons le cas du Ghana, nous avons le Sénégal, on a vu le Libéria même qui a connu la guerre. Ça fonctionne de façon normale. Il n'y a aucune raison qu'on continue à se faire terroriser. C'est du terrorisme. Et on ne peut pas gérer éternellement un pays en terrorisant. Et nous n'accepterons plus ça. Merci, M. Benjo. Monsieur le ministre. Oui, c'est un abus de langage en parlant souvent de machine RHDP. Bon, machine répressive, oui. Machine, comme vous voulez, mais machine électorale comme telle, dans le sens démocratique du terme, c'est faux. Le RHDP n'a pas de machine électorale démocratique pour être en face des adversaires et aller aux élections et les gagner. Les preuves sont là. Nous venons des élections locales, on sait ce qui s'est passé. Donc, c'est un abus de langage. Je dis et je répète, si les élections sont organisées de façon démocratique, transparente, régulière, inclusive et apaisée, le parti au pouvoir ne pèsera pas lourd. Et c'est ça parce qu'ils savent cela, qu'ils sont abonnés à la répression, abonnés à la falsification du processus. Quand tu vois d'un côté la CEI qui est la caisse de résonance du pouvoir, on se rend compte tout de suite qu'il y a quelque chose. Donc, eux, ils ne peuvent prospérer que dans la fraude. Et c'est ça que nous combattons. Et c'est ça que nous allons combattre. Donc, ce n'est pas la peine de dire, oui, il y a une machine électorale, c'est une machine répressive. Tu veux s'accaparer des élections. Tu veux, j'allais dire, arracher les élections des forces. On ne peut pas l'accepter. On ne peut pas l'accepter. Donc, vous, les journalistes, quand vous posez des problèmes là, il faut les poser de façon, j'allais dire, claire, honnête et rigoureuse. Nous voulons une machine électorale en face de nous. À ce moment-là, on sait à quoi s'en tenir. Et non une machine répressive. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Une machine d'intimidation, une machine de fraude. Nous ne voulons pas de ça. Merci. Un dernier message à l'endroit des téléspectateurs avant d'aborder le deuxième thème. Bien, je pense que les Ivoiriens, sont heureux de savoir que le processus de réconciliation, qui était le fondement même de tous les accords qu'on a eus, a été complètement saboté. On n'a pas réussi à mettre les Ivoiriens ensemble. Et on se rappelle du rapport du Premier ministre Bani, pensant que ça a été complètement mis dans les placards. Aujourd'hui, il s'agit pour les Ivoiriens de s'asseoir, quel que soit leur bord, qu'on soit au PPACI, qu'on soit au PDCI, et même au RHDP, s'asseoir pour créer les conditions pour que le pays retrouve le chemin de la fraternité. Que ce pays retrouve la normalité, pour que les élections ne soient plus des moments d'angoisse, qu'ils ne soient des moments d'inquiétude où les parents essaient de faire sortir leurs enfants. La Côte d'Ivoire ne mérite pas cela. Nous avons été pendant des années un pays d'accueil, un pays hospitalier. On ne peut pas avoir un pays
où les gens sont en exil, un pays où les gens se regardent en chien de faïence. Et c'est pour ça, nous on a dit, ça suffit. Le PAC dit, trop c'est trop, il faut que ça s'arrête. Et il appartient aux Ivoiriens de prendre leur destin en main. Personne ne viendra le faire à leur place. La communauté internationale regarde. Mais c'est la volonté du peuple qui doit s'exercer pour que le pays retrouve la normalité dans l'intérêt des filles et des fils de ce pays. Merci, Monsieur le ministre. Notre pays mérite que tous ses enfants viennent à son chevet pour le redresser. Depuis plusieurs années, nous vivons dans des troubles, dans les angoisses, dans l'indifférence des uns et des autres. Nous regardons, il a dit, en chien de faïence, des invectives, des répressions, des emprisonnements, des exils, des assassinats même. Notre pays n'a pas besoin de ça. On n'a pas appris ça de nos dévanciers. Moi, j'ai combattu au Feu-Boigny. Oui, PDCRDA, j'ai combattu le parti unique. J'ai combattu au Feu-Boigny, j'étais jeune, enseignant. Mais au Feu-Boigny avait sa méthode de travail. Il ne faisait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Malgré nos contradictions. Et quand le président Gbagbo parle de Feu-Boigny, vous rigolez parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé dans l'antichambre pendant plusieurs années. Donc, c'était un monsieur qu'on respectait beaucoup parce qu'il avait du respect pour l'autre. Il était humain. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où des gouvernants ne s'occupent pas de tout ce qui est humain. Ils s'occupent de tout ce qui est, économique, si vous voulez. Mais tout ce qui est humain, social, ce n'est pas le problème. Et les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens soupirent. Et c'est cela que nous voulons faire cesser. C'est cela que nous voulons faire cesser pour que nous retrouvions notre fraternité. Même si on est pauvre, on peut être égal dans la pauvreté. Aujourd'hui, on est non seulement pauvre, mais on est malheureux, on est triste dans notre pauvreté. Ce n'est pas un pays. Donc, tout ce qu'on peut faire pour retrouver le lustre datant, comme disent les autres, c'est ça qu'on est en train de chercher. Nous pensons qu'avec notre rassemblement, notre rapprochement, nous pouvons œuvrer à cela. Et c'est pour cela que je pourrais dire, sur cette première partie-là, qu'on est bien engagé pour faire avancer notre pays dans le bon sens du terme. Un message que je voudrais passer à la fois aux Ivoiriens et surtout au gouvernement. On ne peut pas maintenir un pays avec des oppresseurs et des opprimés, chacun dans sa bulle. L'oppresseur pensant qu'il va opprimer tout le temps. Et l'opprimé pense qu'il va venir et puis il va se venger. Mais le monde est rempli d'histoires d'empires qui se sont effondrés. La vie est un cycle. On est oppresseur, demain on devient opprimé. Et ainsi de suite. Et si on ne se met pas ensemble pour arrêter ce cycle, on ne s'en sortira pas. La nation que notre président Fouet a voulu qu'on crée ne se créera pas. On restera avec des ethnies divisées, s'entretuant, se bagarrant. Nous avons l'obligation de faire comme Nelson Mandela qui a créé l'Ubuntu. L'Ubuntu qui veut dire un peu, c'est une philosophie qui dit « je n'existe pas si tu n'existes pas ». Après 27 ans de prison, il est sorti avec toutes les souffrances. Il a tendu la main. Nous voulons tendre la main, d'abord entre nous, à l'opposition, et pour qu'on soit suffisamment fort pour tendre la main à nos gouvernants, pour leur rappeler que la vie est un cycle et que après avoir opprimé, on devait être un opprimé. On est oppresseur, mais on sera opprimé. Créons les conditions pour que ce cycle s'arrête. Le filtre du parrainage pour accéder à la présidentielle, revisité il y a peu, suscite inquiétude et critique. Faut-il y voir une barrière démocratique ou un gage de sérieux? Très chers invités, qu'est-ce que le parrainage et qu'est-ce qui change dans cette élection de 2025 concernant cette règle? Monsieur le ministre? Oui, le parrainage, je n'ai pas pris la définition, de Larousse pour venir vous donner cette définition de façon intégrale. Mais je vais dire que dans le processus électoral, c'est de demander à un candidat s'il a effectivement des gens qui le soutiennent
pour savoir s'il est sérieux, si c'est un candidat sérieux ou pas. Est-ce qu'il veut le dire? Mais dans le parrainage tel que c'est appliqué ici, ça devient plutôt un obstacle, une barrière pour éliminer de façon subtile des candidats. Il y a deux manières d'éliminer les candidats. Hein. On élimine le candidat de façon brutale, comme on le voit aujourd'hui. Thiam, Gbagbo, Akossi, Soro, Blé, ça c'est de façon brutale. C'est-à-dire on prend l'appareil judiciaire et on dit, bon, condamnez-les. Ils ne sont plus sur la liste et puis ils ne seront pas candidats. Ça c'est brutal, volontaire, tout le monde voit. Et il y a l'obstacle, l'empêchement subtil. Tu passes par le code électoral où on te dira, oui, il faut trouver tant de parrains pour être candidat. On dit qu'il faut trouver un tiers des inscrits sur la liste électorale par région. 1%. 1% des inscrits sur la liste électorale par région. Et les 2 districts autonomes. Avant, on avait dit un des districts, mais maintenant, c'est les 2 districts. C'est au fil du temps qu'il y a des manipulations qui arrivent. Hein. On nous dit d'abord, c'est les régions et au moins un district. Aujourd'hui, on dit maintenant, c'est les régions et les 2 districts. Où on va? Rien n'est écrit, rien n'est codifié, mais c'est au gré du vent qu'on invente des choses. Alors, ce qui nous inquiète dans le parrainage d'aujourd'hui, j'ai ouï dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, j'ai ouï dire que oui, sinon, ce sont que les candidats, des gens qui sont inscrits sur la liste électorale, qui auront droit de participer au parrainage, de chercher des parrainages. Qu'est-ce que c'est que ça? D'abord, le parrainage, ce n'est même pas une bonne chose. Pour la simple raison que l'élection est, le scrutin est, comment dire ça, scrutin secret. Donc, quand tu vois déjà au moins 200 000 personnes qui se mettent déjà derrière un candidat, ça veut dire qu'ils partent avec 200 000 voix. Donc, tout le monde sait qui a voté pour le candidat. C'est pas bon. C'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est fait à base de scrutins secrets. Ici, on voit que tout le monde vote à ciel ouvert, parce qu'on les appelle des parrains. Donc, tout ça, c'est pas logique dans le domaine de la démocratie. Mais on sait très bien qu'ils le font pour éliminer des candidats. Quel candidat indépendant, petit, qui peut avoir 1% d'électeurs dans au moins 16 régions et 2 districts Dans moins la moitié des régions et 2 districts. Quel petit candidat qui peut le voir? Et là, vous verrez qu'ils vont et même mettre des candidats sur la liste à qui ils donneraient certainement les parrainages. Et ils vont voir aussi que d'autres candidats ne puissent pas avoir des parrainages. Tout ça sont des blocages inutiles. C'est tout ça des blocages inutiles. C'est pour ça que je condamne le principe même du parrainage. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Benjo? Bien, effectivement, le parrainage est un système de cautionnement qui, en principe, se fait soit par des élus ou des électeurs. En Côte d'Ivoire, on a choisi que ce soit par les électeurs. Le code électoral prévoit que 1% de l'électorat dans 50% des régions, des 31 régions et des 2 districts soit comptabilisés pour pour un candidat. Donc, ça veut dire qu'il faut 17 régions et districts et 50%, ça fait 50%, donc il faut 1% de l'électorat. Bon, moi j'estime que lorsque une décision qui a été prise pose des problèmes, on a la possibilité de revenir. Nous sommes des êtres humains, nous faisons des choix, mais à un moment donné, si ces choix posent problème, on s'assoit et on modifie. Effectivement, le système de parrainage, ça entache la confidentialité de l'électeur qui choisit son candidat en fonction de ses... C'est pour ça qu'on voit dans les urnes et qu'on va dans des boxes pour déposer dans les urnes sa voix. Aujourd'hui, on a une liste où on demande aux gens de choisir leur candidat de façon publique et que ce soit exposé. 2, on se rend compte que lorsqu'on a écouté le président cubain, il s'agit d'éviter que n'importe qui ne vienne pas être candidat. Mais quelqu'un qui est un électeur n'est pas n'importe qui. Si un Ivoirien se lève pour dire qu'il a la capacité de gérer, il faut absolument lui permettre d'y aller.
Et en ce moment-là, soit au niveau du Conseil constitutionnel qui est habilité à décider, que le Conseil, ce Conseil-là décide de l'éligibilité. Mais on ne va pas freiner les gens au départ. Pour moi, c'est injuste. Il faut rajouter aussi les cautions de 50 millions. Toutes ces choses-là, je pense que ça doit faire l'objet de discussion pour qu'on révise cette disposition du code électoral pour que tout le monde s'accorde sur les conditions. On a écouté le préfet Toby, qui est un expert, qui a participé à beaucoup d'élections dans le monde entier. Il condamne le processus de parrainage. Bon, je pense que c'est le moment de s'asseoir à l'occasion d'un dialogue pour réviser toutes ces choses-là, pour permettre à l'ensemble des Ivoiriens d'aller aux élections dans les meilleures conditions possibles. Tous les candidats, qu'il s'agisse de ceux de l'opposition et de ceux du pouvoir en place, sont soumis justement à cette même règle. Est-ce que ce n'est pas là l'occasion pour l'opposition de démontrer sur le terrain sa présence qui est beaucoup plus visible par rapport à celle du pouvoir en place? Bon, de toute façon, nous, on n'a pas de souci pour le parrainage. On considère qu'il y a beaucoup de gens, il y a des candidats qui n'ont pas la même organisation que nous, parce que le système est lourd. Le système de parrainage, tel que c'est conçu, c'est très lourd. Et tout le système de processus est très lourd. On a vu un peu, quand on a dit qu'il faut aller pour voir les listes électorales pour faire des réclamations. C'est comme l'orthographe. Quand tu fais une dictée dans laquelle, sur 100 mots, tu as 90 fautes, tu ne corriges pas, tu barres et tu refais la dictée. Quand on va au système tel que c'est conçu, c'est vraiment des erreurs marginales. Mais on essaie de créer les conditions pour mettre du flou dans le système électoral, comme il a dit, pour ouvrir les portes pour la fraude ou l'élimination des candidats. Je pense que c'est l'occasion de s'asseoir pour essayer de regarder l'ensemble du système électoral, pour enlever tout ce qui gêne, tout ce qui pose problème. Et je pense que le parrainage est l'un des éléments qui pose des problèmes. Merci, monsieur. Monsieur le ministre, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que ces parrainages peuvent être truqués. Quelle garantie existe aujourd'hui pour s'assurer que cette règle-là ne soit pas instrumentalisée? Bien sûr, c'est pour cela que nous nous plaignons encore. C'est pour cela que nous disons que ce n'est pas la peine de mettre le parrainage de cette manière-là dans le système, dans le processus électoral. Vous savez ce qu'il vient de nous dire? Je ne sais pas si c'est encore vrai. On dirait que le parrainage cette année va se passer sur les tablettes. Les tablettes qu'ils vont donner aux candidats pour aller faire les parrainages sur les tablettes. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Les parrainages, il suffit de prendre ce qu'on a fait déjà en 2020. On met les documents, sur les documents, la personne émarge, met sa signature, je parraine telle candidature. On dit que cette fois-ci, ça va être sur les tablettes. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais le risque qui est dans les tablettes, c'est ce que nous voyons lors des élections. On s'en va faire des élections, les gens votent normalement, et c'est sur les tablettes qu'on donne des résultats. Après, les résultats physiques, on ne les retrouve plus. Et puis, c'est une tierce personne qui va déclarer à la CI centrale que c'est tel qui est élu et tel n'est pas élu. On voit ça déjà. Donc, il y a une possibilité de fraude manifeste dans le processus qu'ils veulent mettre en place. Et nous, opposition, on doit se lever contre ça. Parce que qu'est-ce qui prouve que la configuration qui est faite n'est pas déjà viciée au départ? C'est eux qui font la configuration des tablettes, qui donnent les tablettes aux Ivoiriens qui veulent faire le parrainage. Et même, c'est eux qui sont à la tête du tour central. Donc, c'est eux qui verront qui est inscrit ou qui n'est pas inscrit. Donc, il y a beaucoup de risques d'erreur, de fraude, et ça, nous n'en voulons pas. Effectivement, quand on voit la composition de la commission centrale, où sur les 18, on avait 3 de l'opposition, maintenant nous sommes sortis, ça signifie qu'après la collecte des parrainages, il y a un arbitrage qui est fait par la commission centrale. Bon, on peut trouver des doublons, vous enlevez des voix, et le verdict, vous n'avez aucun moyen de contrôle. De contrôle, non. Donc c'est à la main, c'est à la bonne volonté de la commission centrale. On pense que ce système n'est pas suffisamment transparent. C'est pas fiable. Pas suffisamment fiable pour qu'on s'appuie dessus. Même si on doit faire le parrainage, je crois qu'on a besoin, à l'occasion de ce dialogue, de revoir tous ces aspects
pour définir les conditions de parrainage. Et si on se rend compte que c'est lourd et que ce n'est pas suffisamment fiable, bon, qu'on revienne en arrière. Ce système a été mis en place en 2020. Avant ça, il n'y avait pas de parrainage. Donc, je ne vois pas l'utilité réellement de s'enfoncer dans un système qui pose problème. Si le système de parrainage revenait à intégrer les mêmes méthodes que lors des élections précédentes, est-ce que ce système-là pourrait faire consensus d'ici octobre 2025? Bon, ce que je dis, hein, nous pensons que tout le système électoral n'est pas fiable. Tout le système électoral. Le processus est complètement taché de fissures. Il est important qu'on puisse colmater ces fissures à l'occasion d'un dialogue. Et que ce soit le parrainage, que ce soit la liste électorale, toutes ces choses-là justifient que nous allons nous asseoir pour reprendre les discussions, pour créer les conditions afin de permettre un processus électoral qui soit accepté, afin que les résultats définitifs, après les élections, permettent aux perdants de saluer celui qui a gagné, comme dans un pays normal. C'est ce qui a été fait dans d'autres pays, en Afrique. Pourquoi pas chez nous? Non, moi, je veux dire que le parrainage ne nous fait pas peur. Hein. C'est-à-dire, en tant que parti majeur, si on doit parrainer mon candidat, je trouverai les parrains. Ce qui fait peur, c'est les fraudes qui vont y instiller pour ne pas que mon parrainage soit pris en compte. Comme quoi, les doublons qui peuvent introduire sur la base de cette tablette-là, et même peuvent introduire des doublons dans notre propre parrainage pour qu'au finish, on ne puisse pas prendre en compte notre résultat. Et ça que nous décrions. Maintenant, vous avez dit tout à l'heure que est-ce que ce n'est pas une manière de voir si on est bien représenté sur le terrain? Et c'est pour ça que je vous dis, on n'a aucune crainte. La représentation sur le terrain, là, eux, ils savent et nous le savons. Et c'est pour ça qu'on nous met les obstacles. Pour que notre représentation sur le terrain ne s'affirme pas suffisamment. Et nous leur disons, comme vous êtes bien représentés sur le terrain et que nous aussi nous sommes bien représentés sur le terrain, mettons les choses au clair et on va se mesurer. On va se mesurer. Si on appelle les personnes, on n'a pas peur de parrainage. On est là pour trouver les parrains. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que ça soit bien clair et transparent. Monsieur le maire a remis en question tout le système électoral ivoirien. Le PPACI et le PDCI-RDA, après avoir quitté la commission électorale indépendante, quelle marge de manœuvre il vous reste pour faire valoir vos revendications? Bon, d'abord, il faut savoir que nous sommes sortis parce que la CEI n'est pas crédible. On ne peut pas cautionner des élections organisées par une structure qui n'est pas crédible. Et j'irai même plus loin, c'est que quand on voit la liste électorale, une incompétence, mais alors notoire. Ou alors c'est volontaire, ou c'est de l'incompétence, mais moi je ne veux pas croire qu'ils font ça de façon volontaire, je pense qu'ils sont incompétents. Bon. Ce que nous souhaitons, c'est essentiellement que nous nous mettons à table pour revoir tout le système. Je pense que le processus électoral tel qu'il est conduit ne permet pas d'avoir des élections qui n'entraînent pas de conflit. Et nous sommes sortis. Tant que les conditions ne sont pas remplies, nous n'y reviendrons pas. Et c'est le combat que nous continuons de mener à travers ce que nous avons mis en place comme le Front, comme CAPSI. Et nous appelons la société civile. Nous avons écouté Pepsi, nous avons écouté le FIDOP. Mais tous les Ivoiriens sont unanimes sur le processus électoral. Il n'y a que le pouvoir, le RHDP qui croit qu'ils sont sur la bonne voie, comme il a dit. Évidemment, c'est des moyens de faire de la fraude. Mais on ne peut pas accepter ça. Et nous interpellons la communauté internationale, tous ceux qui sont conscients que la Côte d'Ivoire est un pays important, c'est un pays qui a un poids, qui peut avoir une influence sur toute la sous-région. Il est important qu'on s'asseye et qu'on commence à régler des problèmes essentiels. C'est essentiellement le problème d'organisation des élections. Nous sommes majoritaires et le RHDP est minoritaire. Tout cet affichage-là, ce que j'appelle, c'est du maquillage. Et nous ne pouvons pas aller gérer un pays sur la base du maquillage. Trop, c'est trop, ça suffit. Merci, monsieur le maire. Monsieur le ministre? Oui, merci beaucoup. Non, notre sortie de la CEI ne veut pas compromettre encore que ce soit notre détermination
pour arriver à des élections justes, transparentes, crédibles et apaisées. Pourquoi? Le président Akouti l'a bien dit. On était à la CEI et on avait, disons, le sentiment d'accompagner le RDR. Donc nous, on ne veut pas être complices des désagréments que cette institution crée à la Côte d'Ivoire. On ne veut pas être comptable de ce qui va se passer demain. On ne veut pas être complice. C'est pour cela que nous avons décidé de retirer notre représentant. Mais pour être honnête, la présence de notre représentant à la CEI était égale à son absence. Pour que ce soit clair. Il ne participait à aucune décision majeure. Il était mis à l'écart. Donc, qu'il soit là-bas, qu'il n'y soit pas, pour nous, ça ne change rien du tout. Sa sortie ne veut pas dire que nous ne continuons pas la lutte. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui qui devait faire la lutte à notre place. Il est là-bas pour regarder si les choses se passent bien. Et comme il a constaté que les choses ne se passaient pas bien, on dit, bon, il faut sortir. Ce n'est pas la peine que tu restes là. Sinon, pour mener la lutte politique, là, c'est nous qui devons mener la lutte politique. Ce n'est pas celui qui est présent à la CEI qui va mener la lutte politique pour nous. Quelle voix il a sur les 18 personnes, une seule voix, ou bien 2 voix pour le PDC et nous? Qu'est-ce qu'on peut changer? Rien du tout. C'est nous, d'ailleurs, là, que nous pouvons faire la lutte politique pour pouvoir dire ce qu'il a en train de dire. Soit on réussit à faire changer la commission électorale, on réussit à faire l'audit de la liste électorale, on réussit à faire inscrire nos candidats sur la liste électorale et qu'ils sont candidats de façon effective. Tout ça, c'est de notre ressort. On a demandé un dialogue pour ça. Ça, c'est notre ressort. Ce n'est pas le représentant à la CEI qui va nous apporter tout ça. Bien au contraire. Donc, nous, qu'il soit sorti ou qu'il y soit, pour nous, c'est la même chose. C'est la même chose. La bataille, c'est nous, hommes politiques, qui devons la mener. Merci à vous. Un dernier message à l'endroit des téléspectateurs avant de clore cette émission. Bien, je reviens encore pour féliciter PDCI TV pour cette invitation et les invitations des autres intervenants que nous avons écoutés avec beaucoup d'intérêt. Je voudrais, au nom du président Thiam, encore une fois dire merci aux Ivoiriens qui sont venus nombreux à la marche que nous avons organisée. Donc, nous sommes allés à la CEI pour déposer une déclaration. C'est moi-même qui ai transmis. Pour leur dire que nous ne pouvons pas continuer avec cette CEI qui a montré ses limites, ses incapacités. Nous ne voulons pas être responsables des conséquences des incompétences et de l'irresponsabilité de cette structure. Nous interpellons le pouvoir pour que nous nous asseyions, pour que l'arbitre du jeu ne soit pas joueur. Les Ivoiriens ont assez souffert. Les Ivoiriens ont vu du sang couler. Les Ivoiriens sont désespérés. Nous voulons créer les conditions pour donner un peu d'espoir aux Ivoiriens parce que la Côte d'Ivoire est une terre d'espérance. La Côte d'Ivoire est un pays, un havre de paix. Et ce que nous faisons aujourd'hui avec cette CEI et ceux qui le mandatent ne garantit pas la paix dans notre pays. Nous voulons que tous les Ivoiriens soient conscients et qu'ils participent à tout ce que nous allons faire pour ramener de l'ordre dans l'organisation des élections. Merci, Monsieur le ministre. Oui, pour moi, nous sommes à un tournant de l'avenir de notre pays. Après avoir traversé des années de turbulences, nous espérons que les élections à venir peuvent être des élections qui rapprochent les enfants du pays. Pour qu'une bonne fois, on puisse aller à des élections où les résultats ne sont pas contestés par la violence ou dans la violence. C'est pour ça que nous lançons l'appel à ceux qui sont en charge de l'organisation de cette élection, notamment la CEI. La CEI doit se mettre au service des Ivoiriens. Doit se mettre au service des Ivoiriens parce que c'est une institution d'État. C'est l'État qui les nourrit, qui les blanchit, qui les loge, doivent donc être utiles à l'État et être serviables à l'État. Donc la CEI doit se mettre au service de l'État de Côte d'Ivoire. Et puis c'est les humains, c'est les êtres humains. Tu ne peux pas être là et voir ton pays aller droit dans le mur et être compatissant, être content. Non. Bien au contraire, les Ivoiriens doivent se dresser
contre tout ce qui nous amène dans les difficultés, nous, ce qui entraîne dans l'abîme. Tous les Ivoiriens doivent se dresser. Et c'est le rôle que doit jouer la CEI. Nous, en tant que politiques, on jouera ce rôle pour attirer l'attention des gouvernants sur cet état de fait. Mais surtout pour interpeller la CEI qu'elle va à la dérive. Dans ce comportement, elle va à la dérive. Parce que l'impression que j'ai, c'est que la CEI n'est pas prête de nous arranger, d'arranger la Côte d'Ivoire. C'est des déclarations à la porte-pièce, c'est des décisions qu'on prend ici ou là, qui n'ont rien à voir avec les textes. Nous en avons assez. Trop, c'est trop. Bien. Il y avait quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Je dis les Ivoiriens ont le choix entre la douleur du regret et la douleur de la discipline. La douleur du regret, c'est de dire on ne fait rien et puis on va souffrir toute la vie. Ah, je regrette si je savais, j'aurais dû. Mais la douleur de la discipline, c'est qu'on accepte de faire des efforts sur nous-mêmes, de nous élever, pour nous consacrer à ce qui nous permet de changer les choses dans l'intérêt de la communauté. C'est une douleur de la discipline qui demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de souffrance. Mais cette douleur-là, elle s'arrête. Elle permet de voir l'avenir dans les meilleures conditions. Et nous voulons que les Ivoiriens acceptent la douleur de la discipline pour éviter la douleur du regret. Entre nouvelle alliance et règles électorales contestées, la route vers octobre 2025 s'annonce aussi stratégique que disputée. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre sollicitation. Merci beaucoup. Merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous bientôt dans Autrement Politique.